Bien, merci de votre présentation si flatteuse. Et merci à l'Université de Louvain de son invitation, particulièrement au laboratoire que vous dirigez. C'est un honneur pour moi. Et je tiens tout particulièrement à saluer Jean Stilmans, qui le premier m'a invité à Louvain, et ce qui a été l'occasion de nouer une collaboration somme toute étroite avec des travaux communs, un colloque commun à Bruxelles sur les écrits d'architecture. Et je suis heureux aujourd'hui de pouvoir ouvrir cette journée et marquer l'intérêt considérable que je porte aux travaux du lab. Voilà. Alors, on m'a demandé, le thème de cette journée, c'est le thème de la responsabilité. Voilà. Et en particulier de la responsabilité scientifique, de la responsabilité de nous, universitaires, et j'entends par universitaires non seulement les enseignants, mais l'ensemble de la communauté qui forme l'université. Alors, je ne vais pas remplir le programme de toute la journée. Je ne vais pas faire la leçon sur les diverses responsabilités que vous allez aborder dans les ateliers de cet après-midi et dès la fin de la matinée. Mais je vais essayer de vous offrir une sorte d'introduction à la question de la responsabilité quand elle s'adresse aux universitaires. Encore une fois, aux universitaires au sens le plus large de la notion, à tous les acteurs et à toutes les actrices qui font la vie de l'université. Et on me demande de réfléchir à cette notion en un moment d'extrême incertitude économique, politique, géopolitique, cela va de soi, mais aussi, et ça c'est sans doute un peu nouveau, d'extrême incertitude intellectuelle, l'incertitude qu'engendrent les nouvelles technologies, et en particulier l'intelligence artificielle. Et somme toute, ça c'est une nouvelle dimension d'incertitude qui pénètre nos travaux et notre mission. Une incertitude qui affecte autant l'université que le reste de la société. Et cette question de la responsabilité, elle me semble pertinente au moment où un grand nombre de bacheliers, alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de jeunes étudiants de premières années, mais où un grand nombre de bacheliers découvrent ce monde nouveau et singulier qu'est l'université. Nouveau non seulement par ses contenus, mais aussi par ses méthodes, en vue d'une approche plus vaste, plus globale du réel, à un moment privilégié qui devrait profondément influer sur le reste de votre existence. Et là, je m'adresse tout particulièrement aux étudiants. Et je vais commencer par réfléchir sur le terme même d'université, qui me semble important à signifier. L'université, ça signifie deux choses. Alors, l'université, ça nous remonte au Moyen-Âge, c'est vraiment de très vieilles institutions qui sont un peu à l'origine de la construction des différentes institutions dont nous sommes encore les tributaires. Donc c'est d'abord le rassemblement des savoirs, si possible des savoirs in progress, en lien étroit avec la recherche, ce n'est pas le cas du lycée, mais c'est aussi le fait que l'université forme une entité morale collective. C'est ce que signifie en droit romain le terme d'universitas. Une entité morale collective. Voilà. Une personne juridique qui a pour fonction de remplir une mission d'intérêt général, pour ne pas dire d'intérêt universel, pour reprendre cette notion d'universitas, l'enrichissement et la propagation des savoirs au service de la construction de la société. C'est dire quelle est notre responsabilité à nous tous, chacun dans nos domaines scientifiques et dans nos fonctions, étudiants comme enseignants, administrateurs comme chercheurs, sans oublier le personnel de soutien sans lequel rien ne pourrait fonctionner. Eh bien,
il convient que notre responsabilité soit à la hauteur de cet enjeu, même s'il est toujours plus difficile de rendre raison de l'universel que du détail. Alors je reviens sur ce moment d'incertitude propre à notre temps, qui exige assurément de notre part plus de vigilance et plus de circonspection dans nos propos, et qui appelle naturellement à la responsabilité, tandis que nul ne peut se prétendre assez fort, assez souverain, pour échapper au chaos des institutions, aussi élevé soit son sens de responsabilité. Et c'est là un premier paradoxe. Quand tout va bien, quand on a tout loisir d'exercer notre pensée sans contrainte, on nous ne demande peu de compte. Il n'y a pas de problème. Faites comme vous l'entendez. Amusez-vous bien dans le parc à jeux. Profitez des friandises. Je reprends des thèmes chers à Peter Sloterdijk. Profitez des friandises qu'offre la société de consommation. Procurez nous-mêmes un peu de récréation en vous montrant inventif et même provoquant pour nous stimuler et nous divertir. On a reconnu un certain état de l'effervescence des universités, en particulier dans les sciences humaines et sociales, d'il y a, disons, une génération ou deux. Voilà. Alors, je ne vais pas revenir sur toute cette profusion d'idées, parfois un peu surprenantes. Moi, il m'arrive d'être critique et de montrer que toute cette irresponsabilité, toute cette irresponsabilité n'a pas été totalement étrangère par une singulière ruse de la raison à l'extension du marché et de ses lois, mais ça, j'en ferai pas la démonstration ici. En revanche, dès que la situation se tend, dès que le niveau de l'eau monte au sens figuré comme au sens propre, ainsi que c'est le cas aujourd'hui, on nous demande au contraire de vraiment faire preuve de responsabilité. Mais quelle responsabilité? Nous, universitaires, nous ne sommes pas des acteurs économiques ou politiques, sauf exception. Nous n'avons guère de moyens d'influer sur les décisions dont dépend l'avenir de nos pays. Or, il n'y a pas de responsabilité sans moyen de les exercer. Et la première question, quels sont les moyens que la puissance publique est prête à nous accorder, est prête à accorder aux universités pour remplir ses responsabilités? Point d'interrogation. La puissance publique nous demande de faire preuve d'autant plus de responsabilité qu'elle se refuse à nous en donner. Il nous est demandé de maintenir nos étudiants et l'université dans le droit chemin, alors qu'eux-mêmes, alors que les gouvernements même peinent à gouverner l'ensemble de la société, en étant pourtant dotés de 1000 fois plus de moyens et de prérogatives. On nous parlera alors de responsabilité morale. Très bien. Mais qu'est-ce qu'exercer une responsabilité morale dans des sociétés, les nôtres, fondées sur la neutralité axiologique, sur l'indifférence des valeurs, neutralité et indifférence au demeurant nécessaires pour fluidifier les échanges et stimuler l'économie de marché, qui repose, si on y réfléchit bien, sur une bonne dose d'irresponsabilité, prédation écologique, spéculation financière, propagation de l'argent gris, voire de l'argent noir, etc., etc. L'économie est devenue une science amorale, mais elle l'a toujours été une science des abstractions, des agrégats, d'entités qui n'ont rien à voir avec le destin de l'être humain en tant que tel. Donc une science des agrégats, et anti-politique, c'est-à-dire non plus au service du bien vivre d'une communauté humaine, mais au service de l'auto-valorisation du capital. Voilà, c'est ça le paradoxe. Et on est dans des sociétés dont finalement les principes sont non pas immoraux, mais amoraux, en tout cas les principes de fonctionnement économique, et précisément parce que cette neutralité axiologique est une sorte d'abîme, on essaye de surédifier un certain nombre de responsabilités dont on peine à poser les fondements, précisément parce que le fondement réel de nos sociétés reste le marché.
Donc, impossibilité de fonder les responsabilités. La seule possibilité qu'il y a, c'est d'enjoindre à remplir des responsabilités, lesquelles, et avec quels moyens. Autant de points d'interrogation. Voilà le paradoxe de la responsabilité dans les sociétés contemporaines. Bref, nous voici arrivés au point où une société structurellement irresponsable commence à demander des comptes à la cantonade, et en témoigne l'histoire toute récente du gouvernement français sur la sellette aujourd'hui même. Si on voulait. C'est l'exemple même de cette incapacité à assumer des responsabilités tout en réclamant ou tout en se prononçant comme responsable. C'est un paradoxe qui entraîne une crise politique majeure. Et c'est vrai que la question de la responsabilité et des paradoxes que je viens d'évoquer est au cœur de la crise politique contemporaine en France comme ailleurs, sans doute. Alors, à mes yeux, il y a 3 mauvaises réponses qui sont aujourd'hui proposées pour nous aider à assumer notre responsabilité dans des sociétés irresponsables. Voilà, c'est ça ce que je vais essayer de développer. Alors, ça c'est la partie un peu négative, les mauvaises réponses, et puis dans la deuxième partie, j'essaierai de voir comment on peut se débrouiller, comment on peut construire une responsabilité dans le cadre un peu sombre que je viens de décrire. Alors, 3 mauvaises réponses nous sont aujourd'hui proposées, et des réponses même qui ont pour but de dissimuler finalement l'irresponsabilité de nos sociétés. Une réponse déontologique, une réponse dogmatique et une réponse sociologique. Alors, et encore une fois, je reste dans le cadre de notre mission d'enseignants et de chercheurs dans l'université. La première réponse nous est apportée par les innombrables codes ou comités de déontologie que nous sommes enjoints de respecter, voire auxquels on nous demande de participer. Ça m'est arrivé comme à un nombre d'entre vous, certainement. Précisément, ce comité de déontologie, précisément parce qu'on ne sait pas ce qu'est notre responsabilité et qu'il faut bien suppléer une telle absence. Ces codes vont en général au-delà du droit civil. C'est un nouveau code disciplinaire de la profession qui vient sans aucun doute réduire les libertés académiques et dont le non-respect peut briser les carrières. Dans le même esprit, on constate aujourd'hui un très fort retour au dogmatisme, symptôme évident de l'incertitude et de la dureté des temps. Face à cette incertitude, on se replie sur nos médiocres certitudes, et face à cette dureté, on se durcit soi-même et on se durcit intellectuellement. Les gardiens de la raison dénoncent la post-vérité. Il y a tout un discours issu de la philosophie analytique autour de ces questions-là. Je dois dire que je ne comprends pas bien la notion de post, comme si les périodes antérieures étaient éliminées par la raison et animées par leur amour de la vérité, tandis que la nôtre plongerait dans de nouveaux dark ages. La rumeur, le complot, la paranoïa font partie de la vie des sociétés depuis l'origine et n'ont jamais empêché celles-ci ni d'affronter avec succès les défis politiques de leur époque, ni de construire leur savoir avec rigueur et efficacité. Faut-il rappeler que l'un des événements les plus structurants de la modernité politique, le plus progressiste, j'entends la Révolution française, est issu de ce qu'on appelle la Grande Peur, vaste rumeur apocalyptique d'effondrement des institutions et du pouvoir symbolique du roi. On pourrait longuement parler aussi du XIXe siècle, le siècle de la révolution industrielle et de la formation disciplinaire des savoirs contemporains, qui fut pourtant agité par les idées les plus étranges, siècle du spiritisme, de l'occultisme, mais aussi moment de très hautes eaux religieuses, refondation de la doctrine de ce qu'on appelle la mariologie. Donc il y a ces ambiguïtés du temps, et il faut être capable d'assumer les ambiguïtés du temps et ne pas constamment dénoncer ce qui n'est rien d'autre que le symptôme de notre impuissance. Voilà. Je tiens à rappeler à ceux qui opposent la bonne information à la mauvaise opinion, il y a une chaîne de radio d'information française qui s'appelle France Info qui vient de conduire une campagne de publicité avec ce slogan « L'information n'est pas une opinion ».
Alors là, je suis vraiment très surpris, hein, je dois dire, et je vais faire un peu le point là-dessus. Autrement dit, cette radio s'appelle la Pravda, la vérité en russe. Bon, formidable. Je tiens, alors, on va revenir sur ce qu'est l'opinion, et en quoi l'opinion n'est pas tout ce qui est contraire au dogme. Ceux qui opposent la bonne information à la mauvaise opinion, je tiens à leur rappeler qu'information veut bien dire ce que cela veut dire, former les esprits, si ce n'est même les formater. Dans l'histoire de la métaphysique, l'opinion est liée à la multiplicité, alors que la forme de formation est toujours au service des processus d'unification. En réalité, les informations quotidiennes, même appuyées sur des faits avérés et patents, finissent en opinion, c'est-à-dire se concluent toujours par une interprétation plus ou moins clairement exprimée, plus ou moins valide, toujours tributaire de telle ou telle perspective, plus ou moins étroite. Pour qu'un fait accède à la vérité, il faut le point de vue de Dieu, c'est-à-dire la capacité d'un esprit omniscient, sa capacité à mettre en corrélation ce fait avec des milliards et des milliards d'autres faits dans la chaîne des temps, c'est-à-dire dans la provenance infinie des causes innombrables qui l'ont engendré et dans la suite non moins infinie des conséquences qu'il est susceptible d'avoir dans le futur. Bon. Le défi est tout de même difficilement surmontable, pour accéder à la vérité telle que la métaphysique la définit à travers la figure de Dieu. La différence n'est donc pas entre la vérité et l'opinion, mais comme l'indique Platon lui-même, entre l'opinion, qui s'y connaît en matière de vérité, entre l'opinion, et on lui a suffisamment reproché, la véritable différence est entre l'opinion triviale, le bistrot du commerce, et l'opinion droite, c'est-à-dire celle qui donne lieu à un débat raisonné, à un travail d'éclaircie de ses présupposés et de ses postulats, ce que nous faisons dans le travail universitaire. Si on prend au sérieux le test de validité des théories scientifiques que propose Karl Popper, la force d'une théorie, c'est sa réfutabilité. C'est un joli paradoxe. La possibilité d'une théorie d'être vraie, c'est sa possibilité aussi d'être fausse, et même la probabilité qu'elle le sera un jour, qu'elle sera en tout cas réfutée. Alors si il en est bien ainsi, si la théorie de Popper est féconde, alors les théories scientifiques relèvent de l'opinion droite, c'est la thèse de Platon dans le Théétète, la scientificité, l'épistémé est introuvable, c'est la leçon de ce grand texte d'épistémologie platonicien. La réfutabilité, c'est-à-dire la capacité de fournir en même temps que ces axiomes les éléments de leur critique, voilà quel est notre travail et voilà ce qui est le contraire même du dogmatisme. Dans ce cadre, lorsqu'on nous demande d'être responsable, on finit toujours par nous demander de nous faire le relais du dogmatisme, voire de ce qu'on appelle aujourd'hui, alors ça c'est un terme qui me fait froid dans le dos, la sécurité cognitive. Magnifique, la sécurité cognitive. Et il ne faudrait pas que nous devenions, nous, universitaires, des agents de sécurité cognitive. Je pense que l'intelligence artificielle, aisément programmable à cette fin, suffira à y pourvoir. Donc voilà un des dangers dans cette injonction à la responsabilité qui nous est faite. Derrière cette injonction, il nous est demandé, et nous sommes malheureusement très bien placés, nous universitaires, pour le faire, il nous est demandé d'être des agents de la sécurité cognitive. Bon. Alors, pour assouplir ce dogmatisme, on nous dit, troisième réponse, que cette vérité n'est plus le résultat d'une instance supérieure et divine, qu'on appellerait vérité avec un grand V ou raison avec un R majuscule, mais c'est le fruit du consensus de la communauté scientifique. Voilà.
Et donc c'est la troisième idole que j'aimerais mettre un peu en perspective, le fruit de la communauté, du consensus de la communauté scientifique, une sorte de point de vue de Dieu réduit à son immanence la plus triviale. On passe de la métaphysique à la sociologie des savoirs. On réduit l'omniscience divine à de l'intelligence collective humaine, et je me contenterai, pour mettre un peu en perspective, de rappeler quelques épisodes simples mais instructifs de l'histoire des sciences, pour montrer que ce n'est pas si simple. À la fin du XIXe siècle, Lord Kelvin, Lord anobli, c'est un peu celui qui a achevé la thermodynamique au XIXe siècle, c'est la grande figure scientifique de l'Angleterre de la fin du XIXe siècle. Lord Kelvin, donc intégré à la haute société anglaise, anobli, etc. Et toute la communauté des physiciens de son temps considérait que l'explicitation de la thermodynamique mettait fin à la physique et qu'il n'y avait plus aucune grande découverte à en attendre, seulement des applications à développer et à multiplier. Alors moi j'ai entendu ça il y a une vingtaine d'années, 25, même une trentaine d'années, de la bouche de Claude Allègre, ministre de la Recherche. Alors lui, c'était pas la physique qui était accomplie, c'était les mathématiques. Alors, les mathématiques, on a fait le tour, il faut des applications. Voilà. Donc ce discours, en quelque sorte, qui est le discours, alors pour le coup, de la communauté scientifique. Ça, c'est le consensus de la communauté scientifique. Lord Kelvin, Alex c'est moins net, mais dans les années 90, c'était le consensus de la communauté scientifique. Après, Alex s'est embarqué dans ces histoires de discours anti-écologiques qui l'ont marginalisé. Mais en 90, c'est la référence, c'est la voix du consensus de la communauté scientifique. Et c'est encore plus net pour Lord Kelvin à la fin du XIXe siècle. Pourtant, pour revenir à Lord Kelvin, pourtant, à peine quelques années plus tard, en 1900, Max Planck introduit le principe de la quantification de l'énergie à l'origine de la physique quantique. Alors ça, c'est nouveau. Et en 1905, Einstein découvre le principe de la relativité restreinte. Et en 1915, celui de la relativité générale. Il n'est pas nécessaire d'expliquer toutes les difficultés qu'a rencontré Einstein pour imposer ces nouvelles vues sur la physique. Einstein lui-même, d'ailleurs, qui n'était pas dupe de toutes ces difficultés, jugeait qu'on ne réussit jamais à persuader ses collègues. Il faut seulement attendre que leur propre position finisse par perdre leur crédit collectif sous le coup de ses propres innovations et de leur validation. Il y a un travail du temps, il y a un travail de démonstration qui défait le consensus autant qu'il en construit un nouveau. Donc voilà, je voulais tout de même dire quelques mots sur les limites de ce qu'on appelle le consensus de la communauté scientifique. Certes, le savoir est le résultat d'une accumulation d'expériences faites par des milliers et des milliers de scientifiques dispersés à travers le monde, mais la découverte impose souvent une rupture, une singularité qui, elle, est imprédictible, inorganisable et qui échappe ce faisant à la machine collective. La responsabilité ne saurait se limiter à faire ou à dire comme le collègue, ni à chercher à lui faire plaisir, même si votre carrière en dépend. Il y a des illusions collectives, ce que le chancelier Francis Bacon au XVIIe siècle, qui s'y connaissait en matière de méthodologie scientifique, ce que Bacon appelait les idoles de la tribu, et la tribu scientifique cultive au moins autant d'idoles que les tribus les plus archaïques du passé. Cela dit, je ne voudrais pas me défiler en prétendant que nous n'avons pas d'autre responsabilité quand on exerce notre métier d'universitaire que de respecter les lois générales du pays, bien à l'abri derrière nos libertés académiques. Nous avons bien sûr une responsabilité, mais une responsabilité que nous pouvons assumer sans en passer par les fourches caudines de la déontologie, de la dogmatique et du conformisme sociologique. La faiblesse essentielle de ces trois réponses que je viens de dénoncer, c'est qu'elles se trompent de destinataire. Elles sont toutes sociales. Alors c'est un peu polémique ce que je vais dire, surtout au moment
où cet après-midi nous allons parler de notre responsabilité à l'égard de la société, mais je veux dire que notre responsabilité à l'égard de la société, nous ne pouvons l'assumer que si nous assumons d'abord notre responsabilité à l'égard du savoir, et si nous réussissons à protéger les savoirs des pressions sociales. On ne peut être utile à la société qu'en protégeant les savoirs des stratégies politiques et sociales qui essayent de les instrumentaliser. Et donc, on nous demande d'assumer la responsabilité de notre savoir à l'égard de la société, de la citoyenneté, donc de rendre raison des effets du savoir sur la vie politique et sociale. Pour ma part, j'ai une vision donc inverse. Nous devons d'abord répondre du savoir et de ses effets sur la société. Avant de répondre du savoir et de ses effets sur la société, nous devons d'abord assumer notre responsabilité à l'égard du savoir. Et ce n'est qu'en assumant notre responsabilité à l'égard du savoir que nous pouvons répondre des effets du savoir sur la société. Voilà, donc il y a une responsabilité préalable, une responsabilité préjudicielle que nous, universitaires, nous sommes les mieux placés pour la remplir. Responsabilité à l'égard du savoir, de son enrichissement, de son enseignement et de sa transmission. Faire en sorte que la société respecte les savoirs, responsabiliser la société à l'égard des savoirs et de leur transmission. Voilà. Ça signifie aussi les responsabiliser du point de vue budgétaire. Je ne perds pas non plus les choses de vue, les choses les plus triviales, mais aussi les plus nécessaires pour la perpétuité de la transmission des savoirs. Faire en sorte, bref, nous devons répondre de la survie des savoirs dans des sociétés elles-mêmes affectées par la misologie, par la haine du discours et de la pensée. Je ne vais pas expliquer aujourd'hui pourquoi nos sociétés commerçantes, essentiellement structurées par la dialectique de l'échange et de la redistribution, de la marchandisation généralisée de la société et de l'impôt, de la croissance et de la régulation, pourquoi ces sociétés commerçantes sont moins propres à la recherche que les sociétés politiques en quête d'institutionnalisation de la vie. Alors, je ne vais pas me lancer dans cette démonstration, mais il est clair que les sociétés essentiellement affectées par le marché n'ont d'autre intérêt que d'exploiter le savoir et non d'assurer son enrichissement et sa transmission. Si nous sommes donc responsables, nous le sommes au nom de la société, pour le savoir. Alors je vais à nouveau recourir à un point de droit et plus particulièrement au régime juridique de la représentation. Et pour expliquer ce que veut dire que être les représentants du savoir. Je pense que les universitaires, les universités sont les représentants du savoir. Voilà. Lorsqu'on parle ou qu'on agit, on le fait toujours au nom d'eux. In nomine Dei, selon la fameuse formule ecclésiale. C'est-à-dire, on parle, on agit au lieu et place d'une instance qu'on représente et qui, d'une certaine façon, agit à travers nous. D'où la fameuse formule, mais d'où parles-tu? Voilà, qui est une question vraiment importante. Même s'il n'est jamais bien clair de savoir ce qui se cache sous ce nom, et si celui-ci est souvent source de confusion. La psychanalyse, j'en parlais avec Jean, se donne pour tâche d'identifier ce nom. On pourrait dire de prime abord, dans la perspective utilitariste qui règne aujourd'hui, que nous parlons et que nous agissons au nom de nos intérêts. Mais qui peut dire en toute conscience quels sont ces intérêts? Et surtout ce qu'ils valent vraiment et en quoi ces intérêts sont intéressants? Qui peut prétendre savoir ce qui lui est vraiment utile, à moins d'être doté précisément du fameux point de vue de Dieu? Nos intérêts servent toujours d'autres intérêts supérieurs, plus puissants, plus dominateurs encore. Intérêts que notre ego est amené à servir aveuglément au cœur même de son égoïsme, dans l'obsession de ses calculs. C'est pourquoi les théologiens ont raison d'identifier le nom de référence, ce au nom de quoi on parle, de l'identifier au Père, qui marque bien cette supériorité.
Sous la figure du Père, c'est en réalité tout ce qui nous précède, tout ce qui vient de l'amont, qui non seulement nous sert de référence, mais qui, à travers nous, accède à une présence renouvelée. Lorsque nous parlons au nom de la langue que nous parlons. Alors il ne s'agit plus là du père mais de la mère, hein, la fameuse langue maternelle. C'est un bel exemple de précédence. Et en réalité, dans notre bouche, c'est moins nous que la langue elle-même qui se parle à elle-même. Tout cela pour dire que nous, universitaires, quand nous parlons au nom de la langue, et cette langue elle-même parle au nom des savoirs que nous cultivons. Le savoir est lui aussi une forme de paix, en tout cas il en est ainsi chez Platon, et plus tard dans la scolastique, voire davantage encore dans le savoir absolu hegelien, où la figure paternelle du savoir est extrêmement forte, figure que Nietzsche dénoncera sous le terme de soleil de grand midi. Voilà. Membre du conseil scientifique, je ne suis pas là en raison de mon grade, ni de mes titres, ni non plus parce que j'appartiendrai à un autre établissement universitaire avec lequel Louvain serait en relation conventionnelle. Je suis membre du conseil scientifique parce qu'en raison de mes travaux, de mes recherches, de mes publications, eh bien, je représente une partie des domaines que traite la faculté d'architecture et d'ingénierie. Voilà. Et que si on prend en compte l'ensemble des membres du conseil scientifique, nous couvrons ensemble un vaste spectre de savoir de l'ingénierie et de l'architecture qu'il revient à la faculté de développer et de transmettre. Nous représentons les savoirs et rien d'autre que les savoirs lorsque nous sommes dans un conseil scientifique. Nous parlons au nom du savoir et le savoir parle à travers nous. Nous représentons le savoir et notre responsabilité porte sur notre capacité à bien le représenter. Et sans doute, bien le représenter, cela veut dire le représenter à sa place, non pas comme un savoir absolu, car il nous faudrait à nouveau revêtir le point de vue de Dieu, mais le représenter pour ce qu'il est et pour ce que nous sommes, un savoir régional, une simple découpe mentale du réel, opéré dans les limites de son objet par un esprit fini, le nôtre, pour mieux s'orienter dans le monde. C'est cela notre première responsabilité, trouver la juste place pour les savoirs que nous représentons, leur juste place par rapport aux autres savoirs, et c'est ça la tâche de l'université comme encyclopédie des savoirs, et connaître notre non moins juste place en tant que nous les représentons. Je reviens à la notion d'université que j'évoquais en introduction. L'université est une institution. Qu'est-ce qu'une institution ? Une institution est un rassemblement de compétences juridiques, scientifiques et techniques qui, à travers un certain nombre de procédures qu'elle met elle-même en place pour organiser ce rassemblement, accomplit une mission d'intérêt public, et mieux encore, développe une idée d'œuvre, c'est-à-dire une idée de ce qui est à faire pour donner une dimension signifiante et symbolique à la mission de transmission des savoirs qu'elle se doit de remplir. La mission de l'université pour laquelle tous les acteurs et toutes les actrices de l'université, je me répète, quelle que soit leur fonction, pour laquelle tous ces acteurs et actrices sont appelés à collaborer, c'est à la fois l'enrichissement des savoirs et leur transmission. C'est de cela d'abord dont nous sommes responsables. Et si le conseil d'administration de l'université représente la personnalité morale de l'université, sa part subjective, en charge de la mission, les membres de l'université, eux, représentent le contenu objectif de la mission dont l'université a la charge. Voilà un petit point de droit sur la gouvernance de l'université. Voilà donc notre première responsabilité par ordre d'importance, celle qui justifie toutes les autres, car si elle est bien la première, elle n'est pas la seule. À partir de cette responsabilité fondamentale et d'elle seule, nous sommes alors en mesure de remplir nos responsabilités à l'égard de la société. Deuxième étape, il ne s'agit pas non plus de se retirer dans sa tour d'ivoire, mais là aussi, sans excès de vitesse. Avant de remplir notre responsabilité à l'égard de notre société présente, nous devons au préalable répondre de la société des générations futures.
Voilà. Je veux dire, tout discours sur la responsabilité sociale qui n'engage pas au préalable le questionnement de notre responsabilité à l'égard des générations futures est un discours qui ne prend pas la mesure de ce que peut le savoir et de notre responsabilité à son égard. J'ai beaucoup écrit sur ces questions de durée, de développement durable et de responsabilité à l'égard des générations futures. Il me semble que cette responsabilité est une responsabilité du point de vue social fondamentale, et on va voir le lien extrêmement fort qui peut exister entre notre responsabilité à l'égard des savoirs et notre responsabilité à l'égard des générations futures. Donc, répondre de la société des générations futures, de la possibilité même pour les générations futures de faire société, c'est pas assuré. Évidemment, c'est pas assuré. Comme nous le commande, au demeurant, notre responsabilité à l'égard de la transmission des savoirs. Répondre de la transmission des savoirs, ce n'est pas seulement répondre de leur enrichissement et de leur accumulation, mais aussi de notre capacité à transmettre, de la transmission elle-même, et de la transmission aux générations futures, et peu importe alors la nature de ce qui est transmis, car le fait d'accumuler ou de progresser ne donne pas pour autant l'assurance de transmettre. Il y a donc là une responsabilité tout à fait spécifique. Transmettre, c'est transmettre d'abord les conditions de la transmission, ses gestes mêmes. Je viens de dire que peu importer ici l'objet de la transmission, ce n'est pas tout à fait exact, car il est vrai que le savoir, par définition, est appelé à être transmis. À être transmis hic et nunc à nos étudiants de la société d'aujourd'hui, mais aussi à se donner les moyens, par cette transmission, de le transmettre aux générations futures. Il existe une co-appartenance essentielle entre savoir et transmission, le savoir et la matière privilégiée de la transmission. Parce que nous avons en charge la transmission des savoirs, la première société avec laquelle nous avons affaire est celle des générations à venir, et nous ne pouvons remplir notre responsabilité à l'égard des générations présentes qu'à partir du moment où nous aurons satisfait aux générations futures. Vous connaissez sans doute le fameux rapport Brundtland de la Commission de l'environnement des Nations Unies de 1987. Notre avenir, notre futur commun, our common future. Pour la première fois ou presque est donnée une définition de la notion de développement durable. Le développement durable est un développement qui assure, dans le cadre de la production présente, la transmission et le maintien des conditions de production d'une génération à l'autre. C'est rappeler que la tâche de chacun est non pas de dépenser et de consommer, mais d'abord d'accumuler et d'enrichir les moyens de la vie, de patrimonialiser le présent pour mieux en assurer la transmission. Qu'est-ce qu'un patrimoine ? Le patrimoine, c'est du capital, mais ce n'est pas n'importe quel type de capital. Le patrimoine, c'est du capital affecté à une mission, et pas seulement à son auto-accroissement, comme c'est le cas du capital économique, à une mission qui a le plus souvent une dimension commune, voire publique. Le patrimoine, c'est aussi du capital protégé pour éviter son excessive marchandisation, sa dissolution dans les logiques mercantiles. Vous savez que toute une part de la recherche est menacée de cette capture par les logiques industrielles. Du capital inaliénable, indisponible, imprescriptible. Voilà. Enfin, le patrimoine représente des biens qui ont vocation à être transmis plutôt qu'échangés. À ce titre, le savoir est l'expression la plus achevée de la notion de patrimoine, qui elle-même est le fondement de la perpétuation des sociétés, son assise et sa ressource. Ainsi, nous ne réussissons à nouer un réel rapport au social que, et je vais conclure sur ces dernières notions, que par le rapport que nous entretenons avec le temps, et c'est mon dernier point, notre responsabilité à l'égard du temps, à l'égard de la construction de la durée, c'est le titre de mon dernier ouvrage que vous avez cité, « Seul le temps nous appartient », et qui conduit une réflexion sur ce que nous pouvons apporter à cette construction du temps, à cette construction
de la durée à travers notre responsabilité à l'égard des savoirs. De fait, ce n'est pas parce que nous sommes universitaires que notre opinion sur l'état du monde est plus valide que les autres. Si c'était le cas, nous ne serions plus en démocratie, mais en épistocratie, comme on dit, dans le gouvernement des experts, dans le gouvernement des scientifiques, des savants, à moins que les savants soient du côté, et c'est de plus en plus le cas maintenant, non plus du pouvoir, mais de la contestation, ce qui signifie tout de même une très grande fragilisation de la gouvernance contemporaine, mais de cela, je ne vais pas parler non plus. Ou encore, ce n'est pas parce que nous avons une approche scientifique et analytique d'une question que nous avons pour autant les moyens de résoudre les difficultés que celle-ci rencontre ou suscite. Il ne faut pas confondre le scientifique et l'expert. Le scientifique produit un savoir indépendant des intérêts, tandis que l'expert mobilise ce savoir pour formuler des problèmes et proposer des solutions orientées vers l'action, en tenant compte du contexte politique, culturel, financier, et en tenant compte aussi de l'intérêt des différents groupes sociaux qu'il est appelé à servir. Donc, il y a vous voyez que l'épistocratie, c'est la confusion des rôles, et elle est aussi à éviter pour cette raison. Il nous appartient, universitaires, de prendre notre distance avec les stratégies technocratiques des États contemporains. En revanche, si nous n'avons pas cette responsabilité, ou si nous devons changer de casquette si nous voulons assumer ce type de responsabilité. Nous avons une responsabilité unique, c'est que nous avons un rapport au temps qui est plus fort que beaucoup d'acteurs de la vie sociale, d'acteurs et d'actrices de la vie sociale. Et c'est un point qui me semble vraiment important de la société. C'est donc notre responsabilité, si elle peut être si cette responsabilité est en quelque sorte hors contexte, une responsabilité inconditionnelle et absolue qui n'a pas à tenir compte des divers biais affectant notre société, ni des diverses caractéristiques qui les distinguent, ni des divers intérêts souvent conflictuels qu'elles servent. C'est donc bien une responsabilité universelle, comme est universelle une universitas de l'université. Mais cette responsabilité universelle, pour être universelle, ne saurait pour autant porter sur tout. Encore une fois, nous ne sommes pas Dieu. Elle porte essentiellement sur notre rapport au temps, sur la donation du temps que favorise la transmission des savoirs qu'il nous revient d'assurer. Nous avons pour tâche de ménager le sens du temps long dans des sociétés essentiellement soumises aux impératifs du court terme. Autrement dit, nous avons la responsabilité de garder le temps. Nous sommes des gardes-temps comme il y a des gardes-côtes ou des gardes forestiers. Mais au nom de quoi sommes-nous en mesure d'exercer cette singulière responsabilité que personne ne nous demande d'assumer au demeurant, précisément au nom des savoirs que nous enseignons, en tant que les savoirs dans notre culture plongent leurs racines dans des expériences de pensée immémoriales, non seulement la philosophie ou les mathématiques, mais même des savoirs qui semblent plus récents, comme la climatologie, l'étude du réchauffement climatique, qui relève de la vieille distinction aristotélicienne entre la cosmologie et les météorologiques, pour citer des textes d'Aristote qui ont tout de même marqué la construction scientifique de notre histoire. Les météorologiques, l'étude de l'atmosphère, là où le monde céleste subit des accidents et des variations. Voilà, c'est le premier, c'est Aristote, à avoir posé la spécificité de ce type d'études. C'est parce que les savoirs plongent loin leurs racines qu'ils ont une origine. Et nous savons depuis Husserl et l'origine de la géométrie combien le fait que les savoirs ont une origine signifie aussi qu'ils répondent au destin de l'homme bien au-delà de leur utilité et de leur efficacité. Et j'ajouterai que plus l'origine du savoir remonte loin, plus cette dimension destinale est forte. Et l'architecture, qui est ici enseignée dans ses formes les plus contemporaines, a elle aussi une origine profonde qui détermine notre être au monde, notre façon de l'habiter non seulement spatialement, en contribuant à cultiver notre sens de l'espace, mais aussi à l'habiter temporellement, en contribuant
à enrichir notre culture du temps. Si l'architecture nous fait accéder au travail du temps, ce n'est pas seulement parce que l'art de circonscrire matériellement un espace spécifique dans un environnement est sans doute plus vieux encore que la peinture pariétale. On a des découvertes de dispositions de pierres très très anciennes qui remontent au-delà des 44 000 ans des premières peintures pariétales, mais parce que l'objet même de l'architecture est l'espace et le temps. Mieux encore, la façon même de convertir le temps en espace et l'espace en temps. Et c'est pour ça que lorsqu'on travaille sur l'architecture, il me semble que notre responsabilité à l'égard du temps, elle est redoublée. Elle est redoublée d'abord en tant qu'universitaire, en tant qu'enseignant, en tant que transmetteur de savoir. Nous avons cette responsabilité à l'égard du temps, mais parce que vous enseignez un objet dont la fonction même est d'assurer cette transmission du temps, et mieux encore d'assurer la conversion de l'espace en temps et du temps en espace. C'est dire l'importance de la responsabilité des études architecturales. Alors cela dit, il y a encore du chemin à faire avant de rentrer dans le détail de nos responsabilités sociales, environnementales et morales, et d'en formuler la traduction concrète. Nous essayerons cet après-midi d'avancer sur ce point. Je me contenterai ce matin de 2 remarques à ce sujet qui serviront de conclusion à mon propos. Que ces 3 responsabilités sociales, environnementales et morales n'en font qu'une. Qu'elles sont étroitement intriquées précisément parce qu'il y va à chaque fois de notre habitation du monde. Et donc à chaque fois, la responsabilité de l'enseignement architectural est redoublée. Voilà. Une sorte de méta-responsabilité à travers de l'objet architectural. Et deuxième remarque, qu'on ne peut remplir notre responsabilité sociale, environnementale, morale qu'au prix de la transformation du système productif, qui passe elle-même par la transformation concomitante à la fois de nos technologies, de nos rapports sociaux, de nos rapports à la nature, de notre organisation économique, voire de sa comptabilité, de la façon que nous avons de vivre au quotidien, ce qui ne peut que bouleverser notre culture et nos conceptions intellectuelles. En évoquant notre responsabilité à l'égard du savoir, au nom de la transmission du temps et de la construction de la durée à travers les savoirs, j'ai essayé de faire un pas en ce sens. Merci de votre attention.